Donc, comme on dit, l'ami porte toujours conseil. Ça porte conseil, les gars. Hier, j'avais fait ma vidéo à chaud. C'est l'émotion qui parlait. C'est la tristesse qui parlait, la colère qui parlait. Donc, juste après avoir postulé la vidéo, je me suis posé dans mon lit, je me suis dit je vais dormir, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, honnêtement, j'y arrivais pas. J'étais trop émotif, j'étais trop triste. La tristesse et la colère fait que j'ai pas réussi. Donc, j'ai profité de cette nuit-là pour réfléchir, à me dire, bon, ok, on est éliminé, pas de Coupe d'Europe, pas de beaucoup de budget, donc comment on peut s'en sortir? Donc, je me suis dit que ma réflexion était qu'il faut tout détruire pour mieux reconstruire. Autrement dit, vu qu'on n'a plus beaucoup de budget, il faut vendre. Là, il n'y a pas de pitié, les gars. On a trop souffert cette saison pour qu'on va trouver d'excuses à ces joueurs. Il faut vendre la totalité de ces joueurs-là et construire à partir d'une base, je sais pas, un ou deux joueurs de l'effectif, reconstruire à partir de cela. Je sais pas, à partir d'Amad Diallo, etc. Tu vois, vous voyez, reconstruire à partir de cela. Il faut tout détruire. Il n'y a pas d'émotion. Bruno Fernandes, bam, il dégage. Olun, pareil. Garnacho, pareil. Ugarte, pareil. Casemiro, par ici. Luke Shaw, pareil. Pas de pitié. Avec tous ces ventes-là, on va mieux reconstruire cette équipe. Ça, c'était ma réflexion d'hier. Et aussi, l'autre point positif, c'est qu'on va voir les vrais visages de qui est qui. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette défaite. Nous allons analyser aussi les interviews de Ruben Amorim depuis son arrivée à Manchester United, parce qu'il y a des propos sur lesquels j'aimerais revenir, parce qu'il nous a donné les indices bien avant. On va aussi parler de mentalité de certains joueurs. Évidemment, on va parler aussi du mercato. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, parce que oui, dans cette période difficile, il faut se soutenir, les gars, il faut rester soudés. C'est pas le moment d'avoir des tensions entre nous, parce que on subit beaucoup de moqueries depuis l'extérieur, depuis les autres fans des autres équipes, comme les fans d'Arsenal, etc. C'est pas le moment de se diviser. Donc, à tout de suite, les gars. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, malgré cette défaite très très dure à accepter, il est temps de revenir à la réalité. La réalité fait que Manchester United est nul cette saison. Depuis l'année dernière déjà, on voyait les signes. Ça, c'est la réalité. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, pour moi, il faut tout détruire pour mieux reconstruire. Il faut vendre des joueurs parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de budget. Ça parle d'une somme de 100 millions d'euros de budget de transfert, sachant que il y a Matheus Cunha, donc c'est plus vraiment 100 millions. Donc, il faut vraiment compter sur des ventes en fait pour mieux reconstruire cette équipe. Ça, c'est ma réflexion. Mais aussi, justement, dans cette période difficile sans Coupe d'Europe l'année prochaine, on va voir le vrai visage de chaque joueur, mais aussi des joueurs qui veulent venir chez nous. Parce que s'ils aiment vraiment le club, ils vont venir pour aider. Je parle là de Gyökeres, je parle là de Ederson, etc. Des recrues. Mais aussi, on va pouvoir aussi observer comment vont réagir nos joueurs. Et notamment dans cette vidéo, je vais parler d'un joueur en particulier. Je vais revenir juste après, je mets de côté pour le moment. Donc il faut tout détruire. Il faut des ventes pour avoir beaucoup de budget afin de mieux reconstruire l'équipe. Donc pour revenir un peu sur le bilan de Ruben Amorim,
depuis son arrivée à Manchester United. 41 matchs, 16 victoires, 8 matchs nuls, 17 défaites. 16e de PL, éliminé par les Spurs en Europa League, en finale d'Europa League, éliminé par Fulham en Cup, battu par les Spurs en finale d'Europa League. Et ils nous ont éliminé 2 fois en fait Tottenham cette saison. En FA Cup, en Carabao Cup plutôt, et en Europa League. Et Fulham nous a éliminés de la FA Cup. Tel est le bilan depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Est-ce que ça fait de lui un mauvais coach? Non les gars. Moi je maintiens mon propos sur Ruben Amorim. Pour moi Ruben Amorim c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Rappelez-vous, à son arrivée, il avait direct dit ceci. On va souffrir cette saison. On va souffrir cette saison. On va être triste cette saison. Parce que l'équipe, elle n'est pas prête. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses qui ne le plaît pas. Il a même aussi sorti des propos en disant que c'est la pire équipe de Manchester de l'histoire. Malgré la victoire 4-0 à son arrivée face à Everton, il nous a quand même dit que nous allons souffrir. C'est des signes. Et qu'il lui fallait du temps justement. Pour moi, Ruben Amorim, il n'est pas fautif les gars. Il nous a prévenus, il nous a préparés mentalement. Et évidemment, il avait raison. Pour moi, la faute, c'est le board. Parce que pour moi, il fallait virer Erik ten Hag. Désolé les gars, je vais encore revenir sur ça. Je sais que ça saoule certains, mais pour moi, il fallait virer Erik ten Hag pendant le mercato estival de l'année dernière, de la saison dernière. Après justement cette victoire en FA Cup. Mais vu qu'il a gagné la FA Cup, on l'a maintenu. Ce qui fait que derrière, on a fait une très mauvaise début de saison. Donc, au cours de la saison, on décide de le virer pour faire venir un coach. Un coach qui prône un football offensif, avec un autre style de jeu, un autre système. Sachant que nous, Manchester United, on n'a pas les joueurs adaptés à ce style de jeu. On le savait. Le board le savait. Mais ils l'ont quand même fait. Pour moi, l'idéal, c'était genre Ruud van Nistelrooy termine la saison. Parce qu'il utilise la même formation que les coachs précédentes, etc. Et puis, le mercato estival, reconstruire, acheter les joueurs adaptés au style de jeu de Ruben Amorim. Et là, on peut faire venir Ruben Amorim pour la nouvelle saison. Mais non, ils ont fait l'inverse, le contraire. Ils ont décidé de faire venir Ruben Amorim. Et pire, les gars, mercato hivernal. On s'est tous dit, ok, c'est un coach qui évolue différemment, sachant qu'on n'a pas les joueurs pour, mais il y a le mercato hivernal. Ineos va faire quelque chose pendant le mercato hivernal. Kenani, 2 joueurs. 2 joueurs défensifs. Un piston gauche, Dorgu, très bien, parce qu'il nous fallait un piston gauche, et un défenseur central, Eden Even. Sachant que on a décidé de faire partir Malacia, on a décidé de faire partir Anthony, on a décidé de faire partir Rashford. Et on n'a pas remplacé ces joueurs-là. Ils se sont justifiés juste derrière Ratcliffe en disant que la situation économique du club à l'heure actuelle était catastrophique, quand on ne pouvait même pas financer un arrivée. Et que justement, ce qu'ils ont fait, tous ces départs-là, c'était pour mieux préparer cette mercato estivale. Mieux préparer. J'espère pour vous. J'espère pour vous. Autrement dit, à ce moment précis, pendant le mercato estival, hivernal, on était encore en course pour la FA Cup. On était en course pour l'Europa League.
Évidemment, il y avait encore les matchs de première ligue, sachant qu'on avait une équipe diminuée. Ce qui fait que les joueurs enchaînent tous les 3 jours, ce qui fait que les taux de blessures augmentent. À partir de tous ces points-là, j'estime que on doit laisser justement la saison prochaine à Ruben Amorim pour le juger. On ne peut pas le juger sur une demi-saison, sachant qu'il n'avait pas ses joueurs. Sachant que le board, ils n'ont rien fait pour le soutenir. Donc il faut lui laisser la saison prochaine. Évidemment, Ruben Amorim aussi, il a tenu à nous rassurer. Il y a 2 semaines, je pense, où il disait que la saison prochaine sera différente. Parce que si les choses ne changent pas la saison prochaine, il est temps pour lui de partir. Moi, j'y crois vraiment, les gars. J'y crois sur Ruben Amorim. Pour ceux qui disent, oui, c'est ça votre coach, il faut le faire partir, Amorim out, etc. On va faire ça, les gars. Imaginez un peu, on vire Amorim, on fait venir un nouveau coach. Au bout de certains mois encore, on va le virer. En fait, on va être dans une cercle vicieuse comme cela. C'est pas comme ça qu'on va revenir au top. Il faut être patient. Il faut être patient. Je dis pas qu'il faut attendre 3 ans, mais laissez-lui au moins l'année prochaine, fin de saison, on va faire une vidéo pour dire est-ce qu'on doit garder Ruben ou pas. Tout simplement. On va donner nos avis. Pas maintenant. Pas maintenant. Voilà, ça c'est ce que je pense. Évidemment, Ruben Amorim, il dispose du soutien du board, de la direction, qui pense toujours que c'est l'homme de la situation. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. En même temps, vu comment vous l'avez même pas soutenu cette saison, si vous arrivez à me dire non, on fait dégager Ruben Amorim, franchement là, je pense que c'est un manque de respect, c'est de l'incompétence. Donc oui, il faut qu'il reste. Donc Ruben Amorim, il nous dit après le match que je ne vais pas abandonner. J'ai confiance en mon travail, je ne changerai rien à ma façon de faire. Et oui les amis, ça c'est quelque chose que Ruben Amorim a fait depuis son arrivée et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le gars il arrive, il maintient sa philosophie, sa manière de jouer, l'Amorim Ball. Il ne change pas. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Imaginez les gars. Et d'ailleurs Ruben Amorim l'a déjà dit. Si je vais m'adapter à ces joueurs, on va avoir des résultats. Mais jusqu'à quel point? Au bout d'un moment, ça va ressortir. Parce que ce qu'on va faire, c'est juste cacher les blessures de cette équipe. On va le cacher. Et au bout de certains temps, ça va ressortir. Et donc, Amorim va continuer à perdre. Il l'a dit, moi je ne veux pas de résultats immédiats, mais progresser au fur et à mesure. C'est les propos de Ruben Amorim. Et j'aime beaucoup Erik ten Hag. Il est venu, il a essayé de maintenir sa philosophie, il a vu que ça ne marchait pas. Vite fait, bien fait, il a changé, je vais m'adapter. Et il y avait les résultats. Il y avait les résultats, on a fini dans le top 3. L'année suivante, plus rien. Parce que la blessure, elle est là. En faisant cela, on va juste le cacher pendant un certain temps. Honnêtement, les gars, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, moi j'ai vu des progrès, des choses qui ont changé. La manière de sortir la balle, la manière de conserver la balle. On défend mieux, en groupe. Parce qu'avant, on voyait une équipe scindée en 3 parties. Et on encaissait beaucoup de buts, beaucoup de tirs. Sous l'ère Amorim, ça c'était quelque chose qui a été corrigé. Les coups de pied arrêtés, on n'encaisse plus beaucoup de buts. C'est quelque chose qui a été travaillé. Ce qui pêche vraiment dans cette équipe, c'est
le côté offensif. On a des attaquants qui sont pas intelligents, qui manquent de qui-foot, qui savent pas faire des dédoublements, qui savent pas à quel moment on doit envoyer des centres. Vous voyez là, dans ce match-là face à Tottenham, on perdait 1-0. Au bout d'un moment, on envoyait la balle dans le box, dans la boîte, et mettez les gars pour aller chercher de la tête. Non, à chaque fois on revient en arrière. Parce qu'on n'a pas d'attaquant qui est capable, qui a cette intelligence. En fin de match, c'était quelque chose qu'on a fait. Bah oui, parce que il fallait tout faire pour gagner ce match. Mais c'était trop tard, il fallait le faire depuis qu'on a encaissé cette pute-là. Il fallait envoyer la balle. Et arrêter de se poser des questions. Et ça, pour moi, c'est un domaine qu'il faut vraiment corriger. Le milieu de terrain, pareil. Moi, dans ce milieu de terrain, je vois pas d'équilibre. Casemiro, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il fait partie de ces rares joueurs qui a fait un bon match. Il y a Dorgu. Certains disent, oui, Dorgu, il était mauvais. Mais les gars, Dorgu, il était vraiment bon. Par moment, je sais pourquoi vous dites que Dorgu, il était mauvais. Parce que la connexion avec Mason Mount, elle a disparu. Mais Dorgu, tout le boulot qu'il avait fait dans ce match-là, il était bon, les gars. Il n'était pas excellent, mais c'était un des rares joueurs qui ont sorti la tête de l'eau. Il y a Dorgu, Ahmad, surtout en première mi-temps, où tu savais que s'il pouvait faire quelque chose. Olund, il s'est battu. Mais bon, c'est un joueur limité, donc voilà. Je vais pas dire qu'il était mauvais parce que j'ai connu pire de Rasmus Olund, mais c'est pas digne de Manchester United. Pourtant, il s'est battu. Les Niro, très très bon. Mais voilà, c'est trop peu ça. Donc voilà. Ça, c'est mes ressentis dessus. Donc, moi, je préfère justement qu'il maintient sa philosophie. On voit très bien les problèmes de cette équipe, les blessures de cette équipe, et au fur et à mesure le corriger. C'est quelque chose que Ruben Amorim veut faire. Et je le soutiens avec cela. Donc, Ruben Amorim, il enchaîne sur « Nous avons 2 plans pour le marché. Nous avons plus de temps pour travailler en semaine et être meilleur en première ligue l'année prochaine. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer. » Comme je l'ai dit, il y a des points positifs aussi à souligner. Parce que, honnêtement, si on s'est qualifié en Ligue des Champions, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Si c'est pour se faire éliminer en phase de poule, ça sert à rien parce que ça nous ajoute juste plus de matchs en plus. Ça nous ajoute ça. Moi, ce qui me chagrine dedans, c'est juste les 100 millions qu'on abandonne, qu'on a perdu. Et aussi, on ne pourra pas recruter les joueurs qu'il nous faut. Mais c'est un mal pour un bien, je pense. Parce qu'on pourrait vraiment voir les vrais visages des joueurs. Donc, voilà. Donc, les points positifs, c'est ça. On va avoir aussi un match par semaine. Ça va nous faire du bien. Ça va nous éviter aussi beaucoup de blessures comme on a eu ces 2 dernières saisons, voire même ces 3 dernières saisons. Parce que les joueurs, ils vont disputer leur match le samedi ou le dimanche. Ils vont avoir quasiment une semaine pour récupérer, pour travailler et être en forme sur le match suivant. Donc, ça va faire qu'on va relancer une dynamisme et surtout aussi, ça va nous éviter beaucoup de blessures comme cette saison. Ça, c'est des points positifs, tout cela. Donc, comme il l'a dit aussi, Ruben Amorim, ça va faire que nous allons être meilleurs en première ligue. Donc voilà, encore une fois, évidemment, on va pas remporter le PL direct la saison prochaine. Il faut pas rêver non plus. Mais, même si je dis que la chance pour l'obtenir dès l'année prochaine, elle est pas nulle, mais elle est très très faible. Il faut pas rêver. Pour moi, top 6, c'est déjà une bonne saison.
Évidemment, dans cette interview d'après-match, il nous dit « Je sais ce que je fais. J'ai déjà tout expliqué comme quand j'ai dit que j'attendais une tempête. » C'était la chose que j'ai discuté juste tout à l'heure. Quand j'ai dit que quand il est arrivé, Ruben Amorim, il a direct dit qu'on allait souffrir, etc. Là, il le reconfirme, comme quand j'ai dit que j'attendais une tempête. J'ai été très clair. J'ai dit que je ne changerai pas mon style de jeu. Et il continue comme ça. Parce que c'est... Les gars, pourquoi on détestait Erik ten Hag? Je vais encore revenir dessus. C'est parce que on voulait un coach qui ne s'adapte pas à ses joueurs, mais qui utilise sa philosophie de A à Z. Erik ten Hag, il est arrivé, il a mis en place ce qu'il voulait, il a vu que ça ne marchait pas, il a direct changé. Au final, toutes les fans lui sont tombées dessus. Pourquoi tu t'es adapté aux joueurs? Maintenant qu'on a un coach qui garde sa philosophie, il pense que sa méthode est la bonne et que ça va marcher. Là, on dit tous, oui, mais au bout d'un moment, on a vu la limite de 3-4-3, il faut repasser à 4 derrière, certains fans qui disent cela. Il n'y a pas de limite à cela, les gars. Regarde, quand tu as les bons joueurs comme le Sporting de Ruben Amorim, dans ce style de jeu-là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Pour moi, c'est une question d'équilibre, en fait, qui manque, surtout au milieu du terrain. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on est bon dans le recrutement, surtout offensivement et au milieu du terrain. Il faut des joueurs complémentaires dans ce double pivot parce qu'on ne joue pas avec 3 milieux de terrain comme avant, on joue avec 2. Et 2-10. Donc voilà. Ça, c'est mon avis là-dessus. Sur ce direct, on va continuer l'équipe. Donc, cette fois-ci, on va parler du cas Kobe Mainoo, la gestion de Kobe Mainoo. Parce qu'il y a une information qui est sortie, comme quoi des sources proches de Kobe Mainoo disent qu'il veut rester à Manchester United, mais a des réserves sur son rôle dans le système de Ruben Amorim. Donc, il y a cela, mais aussi certains fans, ils commencent à s'impatienter. Pourquoi Kobe Mainoo ne joue pas? Sachant que des Ugarte, des Casemiro, ils jouent, alors que là on a un gars qui est technique, qui compense tout par sa technique. Pourquoi lui il joue pas? Moi je pense que Ruben Amorim, je l'ai déjà dit, je pense que Ruben Amorim veut faire passer un message, comme il a fait à Casemiro à l'époque. Et regarde maintenant, Casemiro c'est son gars. Et je pense que c'est à Mainoo justement de prouver. Et je sais qu'il va réussir, je sais qu'il va s'imposer dans ce double pivot. Mais ça, en fait, je pense surtout que l'année prochaine, Kobe Mainoo, il va être titulaire dans ce rôle-là. Mais là, je pense que Ruben Amorim, il est en train de faire comprendre à Kobe Mainoo, de faire passer le message, etc. Donc, c'est à lui de montrer. Il veut rester très bien, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il est bourré de technique, c'est un joueur en plein développement, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Et une chose est sûre, c'est qu'il a les capacités pour s'imposer. Maintenant, il faut qu'il muscle son jeu. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. Si on fait jouer Mainoo dans ce double pivot, encore une fois, qui va jouer à côté de lui? C'est pas un Ugarte, c'est pas un Casemiro, mais plutôt un mec comme Ederson, je pense, ça match plutôt bien avec un Kobe Mainoo. Ou bien un mec comme Jobe Bellingham, à voir qui va venir, mais je pense que il n'y a pas d'équilibre, un Mainoo Ugarte, un Mainoo Casemiro. Après, un Mainoo Sékou Koné, ça peut être pas mal. Mais il y a une information qui est sortie d'ailleurs disant que Sékou Koné va potentiellement être prêté pendant l'été. Il va soit être prêté en Ligue 1, soit à Lausanne. Donc voilà. C'est beaucoup encore une fois, c'est très très bon gars. Hein. Dommage qu'il n'a pas eu quelques minutes cette saison.
peut-être que Aston Villa, il va jouer. De toute façon, pour moi, la saison, elle est finie. Hein. Je vais plus regarder le match face à Aston Villa. Je vais pas faire de vidéo débrief. Je vais pas faire de vidéo preview pour ce match-là. Ça sert à rien. Moi, je vais me focaliser que sur les news à partir de maintenant jusqu'au début de la saison prochaine. Je vais parler que de news, que ce soit mercato, etc. Fuck off, Aston Villa. Je regarde pas ce match-là. Je regarde pas. La saison, elle est finie. Mort. Donc voilà, comme je l'ai dit, Mainou, les cartes est entre ses mains et il doit prendre l'exemple sur Casemiro. Casemiro qui a été mis au placard par Ruben Amorim, mais pourtant qui est devenu son gars. Il a les capacités, il a le pré-saison pour lui d'apprendre et de convaincre Ruben Amorim. Et moi, j'ai pas de doute concernant Mainou. Si on arrive vraiment à trouver quelqu'un qui puisse jouer dans ce double pivot avec lui, voilà. Mais il faut de l'équilibre. Ça, c'est mon avis concernant le joueur. Maintenant, selon toujours des sources, et celle-là, je pense, elle est véridique, parce que Amorim disposera d'un budget de plus de 100 millions de livres sterling, même sans remporter la Ligue Europa. Ce chiffre devrait être stimulé par les ventes. C'est-à-dire, ça peut encore varier en fonction de qui on va réussir à vendre. United pense pouvoir récolter 100 millions de livres sterling grâce aux ventes d'Anthony, Rashford et Sancho. Parce que pour moi, ces trois joueurs-là, c'est les joueurs les plus susceptibles de partir, parce qu'il y a des prétendants. Il y a des clubs qui veulent recruter, notamment Anthony. Il y a l'Atlético Madrid qui s'est manifesté et qui a entamé d'ailleurs des négociations. Il y a le Betis d'ailleurs aussi qui veut le garder. Rashford, il y a Aston Villa et le FC Barcelone qui veut le joueur. On parle là d'une somme de 40 millions de livres. Pour Anthony, pareil, 40 millions de livres. Et concernant Sancho, il est actuellement prêté avec option d'achat à Chelsea. Est-ce que Chelsea va éclater l'option d'achat ou pas? Si jamais il nous renvoie Sancho, il y a une amende de 5 millions de livres qu'ils doivent payer. Mais il y a une rumeur qui relie aussi Sancho à Fenerbahçe. Donc voilà, on peut récupérer grosso modo 100 millions grâce à cela. Ça va nous faire plus de 200 millions de budget de transfert. Il y a d'autres joueurs évidemment que je vais vendre. J'ai fait une liste, je vais vous le citer. Pour moi, ce qu'on doit vendre, c'est Rashford, comme je l'ai dit, 40 millions. Anthony, pareil, 40 millions. Sancho, 25. Malacia, 10 millions. Casemiro aussi, je pense qu'il doit partir, 20 millions. L'Arabie Saoudite manifeste de l'intérêt pour le joueur. Garnacho, je vais y revenir juste après. Garnacho, 60 millions. Dalot, parce qu'il y avait une rumeur qu'il reliait avec le Real, avec le Bayern, donc pourquoi pas se débarrasser de lui pour 25 millions. Luke Shaw, que je vendrai aussi. Voilà. Il est temps de passer à autre chose. On veut plus de Big Mac, monsieur FC Infirmerie, etc. Donc moi je le vendrai pour 20 millions. Hollande, que je vendrai pour 40 millions, 35 à 40 millions. Sachant que c'est pas les prétendants qui manquent, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est des clubs de Série A qui se manifestent. Et on connaît tous que les clubs de Série A, ils n'ont pas d'argent. Sûrement ils vont tenter un prêt avec obligation d'achat, etc. Donc c'est pas une somme qu'on va directement recevoir ce mercato là, si ça se fait, je pense pas. Et pour moi aussi, Onana doit partir. Onana doit partir parce c'est pas les prétendants qui manquent, notamment des équipes en Arabie Saoudite et pour 30 millions. Et surtout, il y a un autre fait en fait qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est que vu qu'on ne participe pas en Ligue Europa ou en Ligue des Champions l'année prochaine, il va y avoir une baisse de salaire côté Manchester United. C'est une sorte de punition. Je ne sais pas comment ça marche, mais il va y avoir cela. Et d'après les sources que j'ai vues, Onana, il ne veut pas justement d'une baisse salariale. Donc, toi, tu étais mauvais toute la saison. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas alors que tout le monde, ils acceptent? Si tu n'acceptes pas, par ici la sortie. Donc pour moi, Onana, il est sur... je le vendrai. Il y a plus de chances que Onana, il part cet été.
Donc, ce qui nous fait à peu près une somme de 260 millions de ventes. Avec le départ libre de Eriksen, ça va nous libérer de la masse salariale, celui de Lindelof évidemment, et celui de Eva Evans. Et je verrais bien aussi un départ libre de Eaton, mais là apparemment il est en négociation pour prolonger. Avec tout cela, tu ajoutes les 100 millions de budget de transfert, je pense qu'il y a largement le moyen de faire un très très bon mercato. Maintenant, à voir quel joueur veut venir. Qui va venir? Est-ce que Gyökeres il va venir malgré que United joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine? Je pense que ça va être dur. Parce qu'il y a Arsenal qui joue la Ligue des Champions, une équipe qui est déjà huilée, qui est rodée. Qu'est-ce qu'il va faire dans un Manchester United blessé? Dans un... Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Attention, je serais très très content s'il signe chez nous. Je serais très très content si Gyökeres signe chez nous. Mais encore une fois, il y a Arsenal dans la course. Donc, à voir qui va venir. Donc, comme je l'ai dit aussi en introduction, c'est que cette situation va nous permettre de voir les vrais visages des joueurs. Et notamment, il y a un qui a direct frappé après le match. Je parle là de Garnacho. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en vente, les gars. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en vente. Donc, ce qui s'est passé, après le match, son frère déjà a posté un truc sur Instagram. Travailler comme personne, aider à chaque match, marquer 2 buts lors des 2 dernières finales pour finalement être sur le terrain 19 minutes et se faire jeter sous un bus. Waouh! Tel est le commentaire de son frère déjà. Tel est ses propos sur Instagram. Après le match, Alexander Garnacho, justement en zone mixte, il a aussi parlé, il a donné son avis. Jusqu'à la finale, j'ai joué tous les tours, j'ai aidé l'équipe. Aujourd'hui, j'ai joué 20 minutes, je ne sais pas. Le match a un impact, mais la saison elle-même et la situation du club. Je vais profiter de l'été et voir ce qui se passe. Autrement dit, il écarte pas. Et autrement dit, là, il est en train de nous dire que il va partir. Il va partir, il n'est pas content. Ruben Amorim, évidemment, il a répondu en conférence de presse. Il a dit « Qui a raté une occasion franche en première mi-temps de la demi-finale? Garnacho. » Donc c'est tendu. C'est tendu entre Garnacho et Ruben Amorim. Je vais donner mon avis là-dessus. Pour moi, ça fait déjà depuis le mercato hivernal que j'ai entendu la rumeur Garnacho-Napoli. Et c'était même chaud pendant ce mercato hivernal. Je vais vous dire une chose, les gars. Par exemple, un Mainu, il était aussi relié à Chelsea pendant le mercato hivernal. Le gars, il a dit « Je veux rester à Manchester United ». Qu'est-ce qui s'est passé? T'entends plus rien. T'entends plus de Mainu relié à Chelsea, etc. Pourtant, Garnacho, depuis le mercato hivernal jusqu'à maintenant, il est toujours relié au Napoli. Il y a toujours des rumeurs qui sortent côté Napoli, comme quoi Garnacho, c'est la priorité du club, etc. C'est la priorité de Antonio Conte, etc. Moi, je pense qu'il s'est servi justement de ce qui s'est passé pendant la finale, de cette absence de coupe européenne l'année prochaine, de son manque de temps de jeu pendant la finale, alors qu'il disait oui, j'ai aidé l'équipe, etc., etc. Il s'est utilisé de ça comme excuse pour confirmer son départ du club. Fuck off, casse-toi, casse-toi. T'as aidé, oui, t'as aidé, mais t'es payé pour jouer. Manchester United te paye pour jouer. Oui, j'ai aidé l'équipe, je sais pas ce qui se passe, j'ai joué que 19 minutes. T'as raté plein d'occasions. T'es brouillon. T'es pas CR7.
T'es Garnacho. T'as rien prouvé. T'as rien prouvé. Tu veux partir, mec? Vas-y, tu vas nous rapporter une belle pactole. Et je serais content si tu pars, mec. 60 millions qui rentrent dans les caisses, sachant qu'on n'a que 100 millions de budget de transfert. Vas-y. Avec les 60 millions, on finance l'arrivée de Cunha. Basta. Basta. Moi, je vais pas te dire, s'il te plaît, reste Garnacho. Il y a des jeunes intéressants dans l'académie qui jouent sur les postes de ailier et qui a une meilleure potentiel que toi, tout simplement. Que tu réussisses au Napoli, mec, tant mieux, tant mieux. Mais moi, ce que je retiens, c'est ton passage chez nous. On n'a pas besoin de ce genre de joueur qui a ce genre de mentalité. Si tu étais sur le banc aujourd'hui, c'était pour le bien de l'équipe. Parce que avoir un Garnacho qui rentre en fin de match, ça va amener beaucoup d'explosivité, ça va fatiguer les défenseurs, vu que tu vas faire des différences vu que les défenseurs sont fatigués. C'est pour le bien de l'équipe. Le choix du coach, c'était pour le bien de l'équipe. Ok, le choix en soi, c'était pas pertinent parce que Mount, il était transparent dans le match, mais tu dois accepter les décisions du boss. T'es pas CR7, mec. Donc, vas-y. 60 millions, les gars, Garnacho. 60 millions. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de budget de transfert. Voilà. Il faut pas oublier cela. On peut mieux reconstruire derrière. Voilà. Ça, c'est mon avis concernant Garnacho. Et c'est bien, justement, parce que là, on commence à voir les vrais visages des joueurs. Et on sait qui veut vraiment venir à Manchester United. Et ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Par exemple, un Cunha, on sait qu'il veut venir au club, même s'il n'y a pas de compétition européenne l'année prochaine. On a déjà eu, les gars, le Where He Go de Cunha, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé, que c'était déjà un joueur de Manchester United parce qu'il y avait le Where He Go. Mais pour le moment, en fait, Manchester United n'a pas encore payé sa clause libératoire. Il a juste un accord avec le joueur. Mais c'est quasiment un joueur de Manchester United. Donc voilà. On a ce genre de joueur, Cunha, qui veut venir au club. Et ça, j'aime beaucoup. Je sais qu'il est là pour aider. Pas comme Garnacho. Donc, on va revenir maintenant sur le cas Matheus Cunha. Donc, il y a Fabrizio Romano qui dit que Manchester United va activer très rapidement la clause de Matheus Cunha. Ça va être fait dans les jours à venir. On parle de jours maintenant, donc voilà. Il y a d'autres qui disent que ça a été déclenché. Manchester United va payer les 62,5 millions de livres sterling concernant Matheus Cunha. Donc, dans les prochains jours, ça va être officiel qu'il sera joueur de Manchester United. Je sais, on a déjà eu le Where He Go, parce que quand on a le Where He Go, les gars, c'est déjà sûr à 98% que le joueur, il appartient à Manchester United. Mais tant qu'on n'a pas encore payé, en fait, c'est que, voilà, il faut pas trop s'emballer. Donc, pourquoi ça a été retardé à partir du Where He Go, en fait? C'est parce que Manchester United était en train de négocier avec Wolverhampton sur comment payer cette clause-là. Parce que Manchester United aimerait échelonner le paiement, c'est-à-dire payer petit à petit la clause, voire 3 ou 4 fois. Donc, c'est l'idéal. Vaut mieux justement le payer petit à petit parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Comme ça, on peut justement financer d'autres recrues pendant ce mercato estival. Donc voilà, Matheus Cunha va être officiel dans les prochains jours, voire prochaines heures, côté Manchester United. Après, là on nous apprend que Manchester United veut 2 signatures rapides dans les premières semaines de la fenêtre, avec un numéro 9 comme autre domaine prioritaire à renforcer. Autrement dit, avec l'arrivée de Matheus Cunha, Manchester United souhaiterait signer rapidement aussi un numéro 9.
Donc c'est bien parce que d'habitude on attend toujours au dernier moment avant de bouger lors du mercato. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vaut mieux recruter rapidement les joueurs pour qu'ils puissent partir en pré-saison avec le groupe, avec Ruben Amorim, et comme ça ils auront le temps de travailler pour mieux se préparer pour le début de la saison. Donc ça c'est une bonne nouvelle et merci. C'est ce qu'il faut faire. Donc Manchester United va maintenant accélérer son mouvement pour signer Victor Gyökeres, après avoir conclu un accord pour signer Matheus Cunha. United est le premier club européen à réaliser un transfert concret. Donc, Gyökeres, j'espère vraiment qu'il va venir parce que selon les termes d'une autre source, c'est que Victor Gyökeres parle souvent de Manchester United selon un proche de Coventry. Donc j'espère vraiment qu'il aime le club, il l'adore du fond du cœur et que malgré l'absence de coupe européenne, il va quand même venir. Les gars, 60 millions, 65 millions pour Gyökeres, c'est donné. Quand on parle de Garnacho qu'on va vendre pour 60 millions, on peut quasiment financer l'arrivée de Gyökeres. Donc il faut foncer dessus si le joueur il veut vraiment venir. Apparemment, parce que Ruben Amorim il avait dit un truc, si le joueur il veut venir à Manchester United pour jouer un certain coupe, alors il viendra pas. Apparemment ce message-là c'était destiné à Delap, mais c'était pas destiné à Gyökeres. Donc moi je garde espoir pour l'arrivée de Gyökeres malgré l'absence de coupe européenne l'année prochaine. Donc on va voir dans les prochains jours maintenant parce que Manchester United va accélérer l'arrivée du numéro 9 parce qu'il veut le signer rapidement. Donc on va voir où bascule la tendance. Est-ce que Delap, est-ce que Gyökeres, est-ce que un autre joueur. Donc voilà. Pour ce qui est de ma part, je veux évidemment Gyökeres. Enfin, Osimhen c'était vraiment mon chouchou, mais vu que ça va me coûter cher niveau salaire, etc. Gyökeres c'est un très très bon gars. C'est un très très bon attaquant, il connaît Ruben Amorim, il connaît le système, il a un peu joué partout, donc il a l'expérience, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. On va finir maintenant sur Rasmus Højlund. Apparemment, l'Inter rejoint la course pour recruter Rasmus Højlund. Sachant que dans la course, il y avait déjà la Juventus et le Napoli. Donc, que des clubs italiens qui sont rentrés dans la course pour le joueur. On parle là d'une somme de 35 millions demandée par Manchester United. Mais 35 millions de livres, évidemment. Mais à voir. Parce que pour moi, les clubs italiens, ils ont tendance à vouloir un prêt avec option d'achat. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et je pense pas qu'on doit accepter si c'est un prêt. Moi, je veux vraiment un transfert sec parce qu'on a vraiment besoin d'argent là, maintenant. Now. On a besoin d'argent là, maintenant. Donc, pas de blabla. Concernant toujours les rumeurs, apparemment Sékou Koné, Manchester United souhaiterait prêter Sékou Koné, et notamment des clubs de Ligue 1, du championnat belge ou même Lausanne qui sont intéressés par le prix du joueur. Si on doit vraiment prêter le joueur, vaut mieux le prêter, je pense, en Ligue 1. Je pense que c'est l'idéal. Pourquoi ? Mais vous savez, dans un club vraiment où on nous garantit qu'il va jouer, qu'il va être titulaire. Parce que si on doit vraiment le prêter, vaut mieux que ce soit un prêt réussi du même style que le prêt de Amad Diallo, ou même du prêt de Saliba à l'OM, ou même du prêt de Pape Matar Sarr justement à... C'était qui l'équipe où il était prêté en Ligue 1 ? Metz, il me semble. Je suis pas sûr. Donc, vaut mieux vraiment le prêter dans une équipe où il va jouer. L'idéal, c'est le prêter dans une équipe qui joue de la même manière que le style de jeu de Ruben Amorim. Comme ça, le joueur, il engrange de l'expérience dans ce style de jeu, et qu'il puisse vraiment grandir. Donc, voilà. Ou pourquoi pas le garder et le faire jouer. C'est un talent. Voilà. Ça, c'est mes avis là-dessus.
Donc, encore une fois, très très déçu de ce résultat de ce fin de saison, mais au final, c'est la réalité. C'était ce qu'on a subi depuis le début. Donc, comme je l'ai dit, il vaut mieux tout détruire pour mieux reconstruire. Si des joueurs veulent partir, bah, libre à eux de partir. Voilà, je retiens personne. Fernandez, s'il veut partir, on sait que, en fait, la vente de Fernandez, en vrai, ça peut compenser justement cette somme qu'on a perdue en Europa League. Donc, voilà. Surtout dans cet recrutement que j'attends beaucoup pendant ce mercato estival, c'est des recrutements efficaces, logiques, rapides, mais surtout réfléchis. Parce que, comme je l'ai dit, le côté équilibre, il ne faut pas le négliger. C'était quelque chose que Manchester United, justement, a négligé ces dernières années. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je ne ferai pas de preview et de débrief pour le match face à Aston Villa. Ça sert à rien, parce que pour moi, la saison, elle est finie. Donc, je vais me concentrer que sur les rumeurs, comme je l'ai dit. Et voilà, on va essayer de trouver des rumeurs tous les jours pour en faire des vidéos. Voilà. Sur ce, les gars, ne perdez pas espoir. Hein. La roue, elle va finir par tourner en notre faveur. Comme on dit, la balle, elle est ronde. Tout peut se passer sur un terrain de foot. Donc, rien n'est écrit d'avance. Aujourd'hui, on connaît le fond. Vraiment, on est vraiment au fond du trou. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire. On va faire que remonter. Et tous derrière le coach. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.